Après avoir parlé de la phase 1 du MCU et avant la phase 2, je voulais vous parler des coulisses de ce qui est, pour moi, la plus grande trilogie de l'histoire du cinéma. Bien que je trouve que le mot triptyque est bien plus approprié, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Tout commença lors de la Première Guerre mondiale, quand l'auteur britannique John Ronald Reuel Tolkien écrivit un poème qui devint une base de la Terre du Milieu. Passionné de langues anciennes, dans les années 1920, il est devenu professeur de vieil anglais à Oxford. Il crée des langues, des peuples qui les parlent, et un univers dans lequel ils vivent. Pour divertir ses enfants, il écrit une histoire se déroulant dans cet univers. Il écrivit cette histoire au fur et à mesure, mais une fois terminé, il partagea le texte avec des amis. Et le livre finit par arriver dans les mains d'un éditeur qui, après l'avoir fait lire à son fils, proposa à Tolkien de l'éditer. Le livre, intitulé The Hobbit, ou Bilbo le Hobbit en France, sortit en 1937 et fut un succès. L'éditeur demanda donc à Tolkien d'écrire une suite. Il mit de nombreuses années à l'écrire, plus d'une décennie, et cette suite est bien différente, plus longue, avec plus de détails, et bien plus adulte. Intitulée The Lord of the Rings, ou Le Seigneur des Anneaux en France, l'œuvre est découpée en 6 parties. L'éditeur décida de ne pas la sortir en une fois, mais en 3 tomes regroupant chacun 2 parties. Le 3e tome contient également des histoires supplémentaires, appelées appendices, qui développent l'univers. Le Seigneur des Anneaux, sorti en 1954 et 55, fut un immense succès. J.R.R. Tolkien décéda en 1973, laissant le reste de son œuvre inachevé. D'autres livres furent publiés après sa mort, grâce à son fils qui a assemblé divers textes de son père. Je vous recommande de vous intéresser aux œuvres et à la vie de Tolkien, mais nous allons nous consacrer au cinéma. Plusieurs propositions d'adaptation cinématographique du Hobbit ou du Seigneur des Anneaux ont été faites à Tolkien de son vivant, mais aucune n'a abouti. Néanmoins, en 1969, Tolkien accepta de vendre les droits d'adaptation de ces 2 œuvres en échange de 100 000 livres et de 7,5% des bénéfices de chaque film. Les droits allèrent à United Artists, qui devint plus tard une filiale de la MGM. En 1976, United Artists vendit ses droits au producteur Saul Zaentz, à l'exception des droits de distribution du Hobbit. Autrement dit, Zaentz a le droit de faire un film sur le Hobbit, mais a l'obligation de proposer la distribution à United Artists. Et en revanche, pour Le Seigneur des Anneaux, il fait ce qu'il veut. En quelques années, 3 films d'animation furent produits, mais seulement un avec la participation de Zaentz. D'ailleurs, il y eut une embrouille juridique avec les producteurs de l'adaptation du Hobbit qui ont exploité des failles pour dire que la première édition du Hobbit était libre de droit aux États-Unis. Ces films ne sont pas vraiment liés, donc c'est un peu le bordel. Le Seigneur des Anneaux, qui ne couvre pas le Retour du Roi, n'a pas de suite, mais en même temps, il existe un film animé, Le Retour du Roi. En revanche, aucun projet d'adaptation en prise de vue réelle ne s'est concrétisé. Bon si, il y a cette adaptation télé du Hobbit faite en 85 en URSS. Avec le temps, Le Seigneur des Anneaux s'est forgé, à cause de sa complexité, sa longueur et de ses projets non aboutis, une réputation d'œuvre inadaptable. Jusqu'au jour où cette œuvre inadaptable fut adaptée en une géniale trilogie cinématographique. À propos de Peter Jackson, le réalisateur néo-zélandais est né le jour d'Halloween 1961. Après un premier court-métrage de 20 minutes, réalisé lorsqu'il était adolescent, Peter Jackson réalisa son premier film d'horreur avec un budget de quelques dizaines de milliers de dollars, tourné principalement les week-ends pendant 4 ans. Pendant la fin du tournage, il rencontre celle qui devint son épouse et co-scénariste, Fran Walsh. Ensemble, ils écrivirent les films suivants de Jackson. En 1993, Peter Jackson s'associe avec Richard Taylor, le patron de la boîte d'effets spéciaux réels Weta Workshop, qui a bossé sur les films de Jackson sauf le premier, et il crée la branche effets spéciaux numériques Weta Digital, qui crée des effets pour le film de Jackson, Créature Céleste. Pendant qu'ils écrivaient le script de ce film, Walsh et Jackson ont fait un traitement de quelques pages pour une histoire fantastique. Leur agent l'a filé à Robert Zemeckis pour la série anthologique Les Contes de la Crypte. Mais il a trouvé que c'était trop bien pour n'en faire qu'un épisode de série. Et cette histoire devint Fantôme contre Fantôme, film réalisé par Peter Jackson, sorti en 1996. Ensuite, Jackson décida de se consacrer à une œuvre qui l'a passionné pendant son adolescence, Le Seigneur des Anneaux. Il proposa le projet à Miramax, la boîte qui avait distribué Créature Céleste. L'idée était de faire une trilogie, avec un premier film centré sur le Hobbit, puis Le Seigneur des Anneaux en 2 films. Même si Jackson n'avait jamais fait de film d'une telle ampleur, Miramax dit banco et se lança dans des discussions avec Saul Zaentz afin d'avoir les droits. Mais ça ne s'est pas trop bien passé et ils ont perdu beaucoup de temps. Jackson partit donc sur un film qu'Universal, qui avait financé Fantôme contre Fantôme, lui a proposé. Le remake d'un film qu'il adore et qui l'a ouvert au cinéma, King Kong.
Jackson et Walsh ont écrit un script qui a bien plu, mais là Universal a eu un peu peur de la concurrence, car en 1998 devait sortir un film Godzilla, Mon ami Joe, et un remake de La planète des singes était en préparation. Du coup ils ont mis en pause le projet, et Jackson est retourné à Miramax pour Le Seigneur des Anneaux. Et d'ailleurs, présentons Miramax. Miramax a été créé par les frères Weinstein en 1979. En 1993, ils ont revendu la boîte à Disney, tout en restant à sa tête. Pour l'anecdote, le premier film de Miramax validé après ce rachat, c'est le second film d'un des poulains des frères Weinstein, Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Les Weinstein dirigeaient la boîte depuis New York, tandis que Disney est à Burbank, dans le comté de Los Angeles, en Californie. Pour info, les Weinstein se sont frités avec les dirigeants de Disney, et en 2005, ils sont partis lancer une nouvelle boîte. Disney a petit à petit réduit les activités de Miramax, avant de la vendre en 2010. Mais ceci est une autre histoire. Miramax a réussi à racheter les droits à Saul's Ends, ils ont donc les droits de production du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, mais uniquement les droits de distribution du Seigneur des Anneaux, puisque pour le Hobbit, c'est United Artists, et donc sa maison mère, la MGM, qui a les droits de distribution. Les négociations avec la MGM n'ont pas abouti, du coup Miramax a préféré arrêter le projet de film Le Hobbit, la trilogie devint une duologie. Walsh et Jackson ont écrit un premier jet, condensant les 3 livres en 90 pages, puis furent rejoints au milieu de l'année 1997 par le scénariste Stephen Sinclair qui avait coécrit 2 films de Jackson. Sinclair ne put rester jusqu'à la fin, en raison de sa carrière au théâtre. Il fut remplacé par sa compagne de l'époque, Philippa Boyens, une fan de Tolkien qui a beaucoup aimé le traitement écrit par le trio. À l'époque, elle n'avait pas écrit de scénario ayant abouti à un film, mais visiblement la collaboration s'est très bien passée, puisqu'elle a ensuite co-scénarisé tous les films de Peter Jackson et Fran Walsh. À l'époque, en parallèle du scénario, la création des décors, costumes et maquettes avait déjà commencé. On en parlera plus dans un des prochains épisodes, mais puisque l'on parle des frères Weinstein, il faut bien que l'on parle du casting de la saga dans son aspect le plus répugnant. Car vous vous doutez bien que quand il est question de casting et d'Harvey Weinstein, il est probable d'arriver sur le thème de l'immondice. Peter Jackson a, sous les conseils d'Harvey Weinstein, blacklisté du casting les actrices Ashley Judd et Mira Sorvino sous prétexte qu'elles seraient ingérables. Étant donné qu'elles ont toutes les deux accusé Weinstein de harcèlement sexuel, on peut se douter de ce qu'il entend par ingérable. Sorvino pense d'ailleurs qu'il l'a fait blacklister d'Hollywood en représailles du fait qu'elle ait refusé ses avances. Ce qui est possible vu l'influence qu'il avait à l'époque et que Jackson affirme qu'il l'a fait pour Le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est pas agréable quand on aime une œuvre de savoir qu'il y a eu des horreurs liées à sa création, mais on peut pas faire comme si ça n'avait pas existé. Et sans transition, passons au divorce entre Jackson et Miramax. Le problème de grands films avec des tas de décors et de races imaginaires, c'est que ça coûte cher. Le diptyque a été budgété à 180 millions de dollars, ce qui est bien au-dessus des sommes que Miramax est censé allouer à ses films. Et la maison mère, Disney n'a pas apprécié. Michael Eisner, boss de l'époque du groupe aux grandes oreilles, trouvait que le livre n'était pas assez adapté pour le cinéma et que l'heroic fantasy n'était pas un genre assez grand public pour faire un film aussi cher. Ainsi, à l'été 1998, la duologie devint un film. Et pour que l'histoire rentre, les Weinstein ont proposé quelques modifications. Les Ents empêchent les orques de capturer Merry et Pippin. Saruman a beaucoup moins d'importance. De manière générale, pas mal de séquences importantes sont raccourcies. Pas de bataille du gouffre de Helm, et le Rohan et le Gondor ne sont qu'un seul et même pays, avec Éowyn qui devient la sœur de Boromir. Et ça fait quand même pas mal de choses à modifier par rapport au script et à l'œuvre originale. Et Peter Jackson n'a pas apprécié. Les Weinstein ont menacé Jackson de le remplacer par John Madden ou Quentin Tarantino, mais l'ont au final laissé partir avec le projet chez un autre studio, à condition de récupérer une part du gâteau. Jackson a eu 4 semaines pour trouver un repreneur. Il est allé voir divers studios à Los Angeles. Forcément, il a subi beaucoup de refus, mais il y en a un qui a été d'accord, New Line Cinema. Peter Jackson y avait un contact. Mark Hordesky, un des exécutifs du studio, qui l'a présenté au patron, et a ensuite supervisé la création de la trilogie pour New Line en étant crédité en tant que producteur exécutif. Présentons donc New Line. Ce studio a été créé en 1967 par le producteur Robert Shaye. En 1994, il a été acheté par Turner, tout en gardant Shaye à sa tête. Turner est un groupe de télévision, qui s'est lui-même fait acheter en 1996 par le groupe de médias, à l'époque appelé Time Warner, maison mère de Warner Bros. Néanmoins, pendant une grosse décennie, New Line est resté indépendant de Warner Bros. New Line distribuait ses films soi-même en Amérique du Nord et vendait les droits à divers distributeurs à travers le monde. Par exemple, en France, c'est Metropolitan Film Export qui s'occupait à l'époque de distribuer les films de New Line. Les choses ont changé en 2008 quand New Line est devenue une filiale de la Warner Bros Pictures, mais ceci est une autre histoire. Robert Shaye a proposé de ne pas faire 2, mais 3 films. Même si dans le making-of il est dit que c'est pour correspondre au nombre de livres, il y a aussi derrière une logique économique. Si ça marche, ça ne fait pas 2 succès économiques, mais 3.
Mais le revers de la médaille, c'est que si ça foire, ça fait 3 bides. De même, ils ont décidé de filmer les 3 films en même temps, ce qui permet aussi des économies. New Line a récupéré le projet en échange de 10 millions pour compenser les dépenses de Miramax, ainsi que 5% du box-office, une moitié pour Miramax et l'autre pour les Weinstein. Le deal veut que pour chacun des 4 livres, ce pourcentage ne sera livré que pour la première adaptation ciné. Est-ce que vous la sentez venir, la petite embrouille juridique et économique à la sortie de la désolation de Smaug? Les Weinstein devaient sûrement penser à un reboot, et pas penser qu'on puisse adapter un de ces livres en plusieurs films. Les Weinstein ont également eu droit à un crédit de producteur exécutif sur la trilogie, au même titre que des exécutifs de New Line. Mais néanmoins, les Weinstein n'ont pas été impliqués sur la création de la trilogie après que New Line soit entré dans l'équation. D'ailleurs, tant qu'on y est, présentons les autres personnes créditées comme producteurs. On commence par les gens avec un crédit de producteur tout court. Il y a déjà Peter Jackson et Fran Walsh. Eux deux logiquement étaient plutôt centrés sur le créatif. Celui qui a fait le job de producteur au sens patron, en charge du budget, du planning et des moyens humains et techniques, c'est l'américain Barry M. Osborne, qui juste avant avait fait ce taf, même si pas crédité de la même manière, sur le premier Matrix. Il n'a pas rempilé sur Reloaded et Revolution. Il faut dire que le Seigneur des Anneaux l'a bien occupé. Il fut accompagné par l'Australien Tim Sanders, qui avait bossé sur le précédent film de Jackson et a bossé sur le Seigneur des Anneaux dès le début du projet. Pour des raisons que j'ignore, peut-être qu'il en a eu marre, peut-être qu'il y a eu un fritage ou un souci perso, je sais pas, toujours est-il qu'il a quitté le projet quelques mois après le début du tournage et n'est crédité que pour le premier film. Passons au crédit de coproducteur. En France, ça a un sens différent, mais pour le syndicat des producteurs américains, c'est tout simplement quelqu'un à qui le producteur délègue une partie de ses tâches. Sur la trilogie, il y en a 2. L'américain Rick Moras qui a fait ses classes comme collaborateur de Robert Zemeckis. Et il a supervisé la post-production de Fantôme contre Fantôme, produit par Zemeckis et réalisé par Jackson. Il a fait pas mal de trucs, mais il explique dans une interview qu'en gros, en pré-production, il a géré l'organisation. Sur le tournage, il était plutôt occupé à faire le lien entre Jackson et les secondes équipes, et sur la post-production, il n'est pas exhaustif, mais il a par exemple, en plus des films en eux-mêmes, contribué aux jeux vidéo sortis en même temps. Il était par exemple avec les acteurs des films quand ils ont enregistré leur voix pour le jeu. Donc c'était un peu un couteau suisse de la production. Et puis il y a aussi le néo-zélandais Jamie Selkirk. Mais lui, qui est de base un monteur, il m'a l'air de s'être concentré sur la post-production. Donc on parlera de lui dans une prochaine vidéo. New Line a accordé à la trilogie un budget total de 300 millions de dollars. Ce qui, si le convertisseur que j'ai trouvé dit vrai, à l'époque correspondait à autour de 500 millions de dollars néo-zélandais. La monnaie du pays de Peter Jackson où il souhaitait tourner le film. Mais au final, selon un rapport de l'OCDE publié en 2004, le budget total de la trilogie est de 675 millions de dollars néo-zélandais, dont entre 300 et 400 millions ont été payés par l'État néo-zélandais grâce à divers crédits d'impôt. Bon, par contre, plusieurs journaux ont estimé le budget final de la trilogie par New Line à 281 millions de dollars américains, ce qui ne colle pas avec les chiffres de l'OCDE. Mais bon, à Hollywood, les chiffres c'est assez opaque, donc c'est normal que toutes les estimations ne collent pas parfaitement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au final, chacun des 3 films a coûté moins de 100 millions de dollars à New Line Cinema, et que l'État de Nouvelle-Zélande a pas mal gonflé le budget, en échange de pas mal d'emplois créés sur le sol néo-zélandais, et possiblement d'encore plus après le tournage. Parce qu'un film qui exploite autant des magnifiques paysages, ça peut attirer les touristes. Ajoutons qu'une partie de l'argent mis par New Line vient en fait de divers distributeurs internationaux de la trilogie, comme Metropolitan en France, qui ont préacheté le film à New Line. Comme le diptyque est devenu un triptyque, il a fallu revoir la construction de l'histoire. Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens ont recommencé l'écriture à zéro, tout en gardant des idées du script de la version en 2 films. C'est pour ça que Stephen Sinclair, qui a bossé à l'époque du projet de 2 films, est crédité sur les 2 tours. Il faut croire que pas mal de ces idées sont restées au final. Intéressons-nous donc aux grosses différences entre les livres et les films. On n'ira pas trop dans le détail car on n'est pas là pour faire une analyse de l'adaptation, mais vous trouverez sûrement des vidéos très détaillées sur le sujet. Le temps s'écroulant entre le départ de Gandalf après la fête d'anniversaire de Bilbo et son retour initiant la quête de Frodo est bien plus long dans le livre, 17 ans. Le personnage de Tom Bombadil, vivant à l'est de la comté, dont la rencontre avec les Hobbits occupe un bon bout de la communauté de l'anneau, a été retiré pour ne pas perdre de temps et ne pas s'arrêter avec un perso qui n'aura pas d'incidence après. Pour autant, une part de ses répliques dans les livres ont été récupérées par Silverbard dans les films. Le personnage d'Arwen est lui beaucoup moins présent dans le bouquin. C'est un autre elfe qui sauve Frodon et son histoire d'amour avec Aragorn n'est pas développée dans le roman lui-même, mais dans une de ses appendices. L'Urs n'existe pas dans les livres. Ils ont voulu avoir un Uruk-hai bien identifiable comme méchant plutôt que de faire tuer Boromir par un Uruk lambda. Et d'ailleurs, dans le bouquin, la mort de Boromir a lieu au début des 2 tours, et non à la fin de la communauté de l'anneau. Même si dans les livres, Sam et Frodo quittent la communauté au cours de cette même escarmouche, mais à la fin de la communauté de l'anneau. Ils ont décidé de changer le moment de la césure et de réunir les 2 événements pour le final de la communauté de l'anneau, pour agrandir l'émotion du climax. Ça aurait été bizarre de laisser le combat final du premier film en suspens, et de buter un des persos principaux du premier film en intro du second. Même si c'est un petit peu ce qu'ils ont fait sur le Hobbit.
D'ailleurs, de manière globale, les deux tours ont eu pas mal de modifications. Comme on l'a dit tout à l'heure, chacun des 3 tomes du roman sont divisés en 2 livres. Pour les 2 tours, le premier livre suit Aragorn, Legolas, Gimli, Pippin et Merry jusqu'à la fin du gouffre de Helm, et le premier livre du Retour du Roi les retrouve pour les suivre jusqu'à l'arrivée des aigles à la Porte Noire. Le livre des 2 tours, lui, se concentre sur Sam et Frodo, jusqu'à ce qu'après avoir croisé le chemin d'Arachné, Frodo est emmené par les orques. Et dans le second livre du Retour du Roi, on les retrouve de Cirith Ungol jusqu'à la crevasse du destin, puis on rejoint les autres pour la fin de l'histoire. Et il y a donc un gros problème pour le film. Il n'y a pas grand chose à montrer sur Sam et Frodo dans le 3e film. Et si on monte en parallèle les différentes histoires, on doit voir Arachné en parallèle de la bataille du gouffre de Helm et du conseil des Ents à la fin du 2. C'est donc assez déséquilibré. Et en plus, niveau chronologie, ça ne colle pas non plus. Les 2 livres des 2 tours ne s'achèvent pas au même moment. Il fut donc décidé de suivre la chronologie et de décaler une bonne partie de l'histoire de Sam et Frodo des 2 tours vers le Retour du Roi. Le personnage de Faramir est assez différent du livre, où il n'est pas vraiment tenté par l'anneau. Peter Jackson trouvait que c'était pas très logique et que ça manquait de tension, du coup il a rendu le personnage moins sympa et plus attiré par l'anneau. Et puis ça permet de rajouter des péripéties pour compenser le décalage d'une partie des aventures de Sam et Frodo vers le 3e film. Lors de la bataille du gouffre de Helm, les elfes sont sur d'autres fronts avec les orques, mais Jackson a préféré qu'au cinéma, ils participent à la bataille, parce que ça aurait été compliqué de montrer d'autres batailles en parallèle, même si cela a été envisagé, et il voulait pas qu'on pense que les elfes abandonnent les hommes. Dans le livre, l'épée des rois, Narsil, est reforgée en Anduril avant que la communauté de l'anneau quitte Foncombe. Au cinéma, ils ont reporté ça pour le 3e film, pour que ça colle à l'enjeu de la volonté, ou non d'Aragorn, d'accepter sa destinée de roi. Et si dans le film, avant d'avoir l'épée reforgée, il se bat avec une autre épée, dans le bouquin, il se bat avec l'épée cassée. Et d'ailleurs, dans les films, l'épée est reforgée afin de pouvoir légitimer Aragorn auprès de l'armée des morts, que Peter Jackson aurait préféré dégager parce qu'il ne les aimait pas, car il les trouvait trop irréalistes, mais il les a gardés pour pas gêner les fans. Ils ont aussi viré un passage de la fin du livre où les hobbits reviennent à la comté et voient que Saruman y a pris le pouvoir et ils doivent donc se débarrasser de lui pour sauver la comté. Ce passage a été dégagé pour pas repartir dans des péripéties après la résolution de l'objectif majeur de la trilogie. Ce qui est pas mal vu comme certains ont critiqué la longueur de la fin de la trilogie telle qu'on l'a vu. La mort de Saruman fut avancée à après la bataille du gouffre de Helm et des images de la comté dévastée ont été faites pour la scène du miroir de Galadriel en référence à ce passage du livre. Sur le scénario, il y a forcément dû y avoir des discussions avec New Line sur certains points. On le verra notamment quand on parlera de la post-production, puisqu'il y a eu pas mal de discussions, notamment sur le prologue. Mais en revanche, Peter Jackson était persuadé que New Line voudrait l'empêcher de filmer Gandalf fumé. Et il s'est dit prêt à se battre pour pouvoir le conserver. Mais visiblement, ça ne servait à rien. Ces séquences ne gênaient pas New Line, malgré le fait qu'elle fasse un peu la promotion du tabagisme. En parallèle de l'écriture, la pré-production avançait, et a pris de plus en plus de place. Du coup, à la fin, Fran Walsh et Philippa Boyens bossaient ensemble sur l'écriture, Peter Jackson discutait avec elle de l'histoire, puis allait faire son job de réalisateur, en allant voir les différents chefs de département, et revenait et débattait avec elle sur ce qu'elles avaient écrit entre-temps. Parmi les gens qu'il allait voir entre 2 focus sur le script, il y a le responsable du storyboard, Christian Rivers, qui avait signé les storyboards des 3 précédents films de Jackson. Si vous voulez plus d'infos sur le bonhomme, j'ai fait une vidéo sur lui à l'occasion de la sortie de son premier film en tant que réalisateur. Jackson et Rivers se comprennent bien. Le réalisateur expliquait son plan au storyboarder, qui en général arrivait au résultat voulu par Jackson du premier coup, sans qu'il y ait besoin de modifications, même s'il arrive à Jackson de changer ses plans au dernier moment sur le tournage. Certaines séquences avec beaucoup de mouvements ont également été prévisualisées grâce à des maquettes et des figurines, mais aussi avec de l'animation en images de synthèse basique. Jackson a décidé d'utiliser cette technologie après avoir vu l'utilisation de la prévisualisation 3D pour l'épisode 1 de Star Wars au cours d'une visite du Skywalker's Ranch, sur invitation de Rick Callum, le producteur de la prélogie. Et puis pour laisser un cul-de-sac, ils ont tourné dans le décor pour répéter et définir les angles. L'ensemble de ces storyboards et prévisualisations ont été assemblés et associés aux voix de 6 comédiens jouant les différents personnages afin d'avoir la version alpha de la trilogie avant même le début du tournage. Ce montage fut montré à divers responsables de production et aux acteurs. Nous allons nous arrêter ici pour se retrouver dans un second épisode où nous parlerons de la pré-production qui a eu lieu en grande partie en parallèle de l'écriture. On y parlera notamment des équipes artistiques, des décors, des costumes, des maquettes, effets spéciaux, mais aussi du casting. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner, à mettre la cloche et à la partager. Normalement, cette série sur les coulisses du Seigneur des Anneaux devrait contenir 6 épisodes, même si c'est pas encore bien défini. Je vais essayer d'être plus régulier que sur la phase 1 du MCU. Mais si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que je suis pas le meilleur pour la régularité. La vie pro passe avant la chaîne. Et dès que j'aurai fini de vous parler du Seigneur des Anneaux, on retournera au MCU pour la phase 2. A bientôt pour la pré-production du Seigneur des Anneaux.